Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré cette fois-ci à la compétitivité des petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest et plus précisément en Côte d'Ivoire. On le sait, les petites et moyennes entreprises sont l'épine dorsale de l'économie africaine, représentant plus de 90% des entreprises et employant approximativement 60% des travailleurs, dont beaucoup de femmes et de jeunes. Avec l'avènement des nouvelles technologies et surtout l'ouverture de la zone de libre-échange, la ZLECAf, l'adaptabilité technologique sera l'une des clés de succès de nos entreprises. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui pour vous dans ce studio M. Salimou Bamba. Vous êtes le directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Avec nous dans ce studio, M. Franck Berthaud. Toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle, vous êtes éditorialiste à Entrepreneur in Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, messieurs, d'entre deux jeux, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de développement du business en Côte d'Ivoire. Et vous, vous êtes l'agence Côte d'Ivoire PME dans ce système, dans cet écosystème. Qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce que vous représentez? Ok, merci bien pour en tout cas l'opportunité d'échange. L'agence Côte d'Ivoire PME est une agence gouvernementale en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises. Donc l'État de Côte d'Ivoire a une politique nationale d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et l'agence Côte d'Ivoire PME est chargée d'opérationnaliser ces actions sur le terrain. Principalement, nos actions concernent bien sûr l'accès au marché et au financement, le renforcement des capacités, le climat des affaires et l'entrepreneuriat et l'innovation. Et nous sommes chargés de renforcer les capacités des entreprises ivoiriennes pour la création de plus de richesses. D'accord, renforcer la capacité des entreprises ivoiriennes. Et là, ça me ramène un peu vers vous, M. Franck Berthaud. Ces dernières années, on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat. Ce fameux terme. Comment est-ce qu'il se développe en Afrique ou bien comment l'entrepreneuriat se développe en Afrique? On a des entrepreneurs solides? Je crois, et puis c'est pas que depuis... Enfin, on en parle un peu plus maintenant. Je crois que si on regarde aussi les origines du continent, il y avait autant de femmes d'ailleurs entrepreneuses qui étaient plus des commerçantes ou des planteurs côté fermier. Ça aussi c'est de l'entrepreneuriat parce que c'est un rapport à la création de richesse et à la création de valeur. Le côté un peu moderne de la chose apparaît ou réapparaît il y a à peu près 10 ans avec toutes ces formes d'ubérisation, de smart economy, etc. Et un mélange aussi d'économie solidaire et circulaire sur le côté plutôt social. Et petit à petit, on est en train de voir aussi que ces deux mondes commencent à se confronter. On parle maintenant de good for tech ou de technologie pour des bonnes choses. Je crois que ça bouge beaucoup. On fait toujours la distinction entre un entrepreneur et un chef d'entreprise. Il y en a un des deux qui a pris des risques avec son argent et son projet. L'autre travaille pour un conseil d'administration et parfois est actionnaire, donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais je crois que globalement les choses vont bien. Sur l'espace francophone, peut-être encore beaucoup de progrès à faire, mais beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On quitte des zones d'agitation qui étaient plus dans le mood et la mode de l'entrepreneur. C'était cool, il y avait beaucoup de concours et d'argent de cette marque pour entretenir tout ça. Parfois aussi des gouvernements qui confondaient un petit peu l'entrepreneuriat de survie avec le vrai entrepreneuriat, ce qui peut être un court terme, moyen terme. Mais je crois que les choses avec des frontières qui sont de plus en plus ouvertes et la ZLECAf va encore accélérer tout ça. Je crois qu'on est, quoi qu'il arrive, sur des logiques de marché. Après ce Covid, ou en tout cas ce choc de l'année dernière, il y a beaucoup de remises en cause et on creuse maintenant sur l'essentiel avec un petit peu moins de surcommunication et un peu plus d'actes. Les entreprises sont condamnées à réussir. Et justement, vous parlez d'un surplus d'actes, un surplus d'initiatives, on peut le dire. Au niveau de Côte d'Ivoire PME, vous initiez beaucoup de projets à l'endroit de ces entrepreneurs-là. Est-ce à dire que ces entrepreneurs ne sont pas encore mûrs, ne sont pas encore encadrés comme il se doit? Ou bien, pourquoi toutes ces initiatives en faveur de... Je vous dirais que les PME sont une catégorie d'entreprises qu'on appelle petites entreprises. En Côte d'Ivoire, c'est une entreprise qui a moins de 1 milliard de chiffre d'affaires. Ces entreprises font face à différentes réalités, souvent liées bien sûr au manque de capital, souvent liées bien sûr aux questions de talent. Et ces entreprises ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir créer plus de richesses. On vous dit par exemple que 98% du secteur privé de nos pays est considéré petites et moyennes entreprises et que ces entreprises ne contribuent qu'à créer pour 20% de richesses. Alors le gros défi qu'on a dans nos pays, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner ces entreprises à pouvoir améliorer les processus de production de richesses et finalement bien sûr à pouvoir contribuer à la création de revenus. Comme on dit, l'État ne fabrique pas de l'argent. L'État a besoin de ressources pour construire des écoles, pour faire des routes, pour s'occuper des questions de santé et d'éducation. Mais comment est-ce que l'État le fait? C'est en général, bien sûr, sur la part des revenus, des ressources, souvent fiscales. Mais pour le faire, il faut que les acteurs économiques y contribuent. Et donc, si on a des petites et moyennes entreprises, qui est le secteur privé, qu'on est capable de les accompagner à pouvoir créer beaucoup plus de richesses, à pouvoir améliorer le processus d'affaires,
alors il est certain qu'on enrichit l'État. Et lorsqu'on enrichit l'État, bien sûr, on a tendance, bien sûr, à quitter du stade de pays en voie de développement vers des pays développés. Et bien sûr, l'impact du secteur privé sur la croissance des économies a été déjà suffisamment démontré dans des pays de l'OCDE. Et donc, en Afrique, on parle de plus en plus d'entrepreneuriat du secteur privé parce qu'on fait face à différents défis. Il y a les différentes crises qui ont impacté nos économies. Vous avez la question de la démographie, une démographie galopante. Et de plus en plus, la question de l'entrepreneuriat de l'emploi se pose. Parce que nos États, des dépenses à aujourd'hui, l'État fait ce qu'il pouvait faire. Et de plus en plus, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on parle d'un stock assez élevé. Et qu'à l'horizon 2030, il nous faut créer pour 8 millions d'emplois. Et donc, le secteur privé, en particulier les PME, deviennent un acteur essentiel des politiques publiques si on veut bien sûr améliorer les conditions de vie de nos populations. Et justement, toujours parlons de ces entrepreneurs-là. On voit que l'entrepreneur, c'est celui qui a une idée, il a un projet commercial en griffe à bâtir, mais on voit que beaucoup partent individuellement vers ces projets-là. J'ai une idée de créer un business dans, je dis n'importe quoi, la fabrication de chaussures. Je me lance seul alors que je peux voir peut-être un ami qui est lui aussi en quête d'emploi, mutualiser nos compétences pour monter un business. Est-ce que l'individualisme n'est pas un frein dans ce processus d'entrepreneuriat en Afrique? Je vous dirais en partie oui. Effectivement, les aspects culturels, suivant les cultures des peuples, peuvent impacter bien sûr les politiques entrepreneuriales, comment l'entrepreneuriat se comporte. Mais à côté de cela, je pense qu'il y a un facteur qui est important, c'est l'aspect de l'écosystème. Dans des écosystèmes où, par exemple, des entreprises sont beaucoup plus accompagnées déjà depuis le stade de porteur de projet, via des processus d'incubation, via la collaboration, on est capable de valoriser, bien sûr, cet entrepreneuriat collectif. C'est un facteur important. Mais tantôt, on parlera des clusters. Dans des économies où les clusters sont assez matures, mais on avait une spécialisation des entreprises. Si vous prenez, par exemple, les petites et moyennes entreprises en Italie, qui sont, comme on le dit, des acteurs essentiels, ben, l'entrepreneuriat, la collaboration est beaucoup plus intense, l'entrepreneuriat collectif, parce que qu'est-ce qui se passe? De plus en plus d'entreprises vont se spécialiser. Et dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat et d'un maillage, on voit l'intérêt, bien sûr, de favoriser la relation entre entrepreneurs ou des entrepreneurs qui s'engagent ensemble pour pouvoir créer la richesse. Mais également la question de la gouvernance parfois. L'entrepreneuriat ou l'entreprise, souvent, est la résultante des capacités techniques, souvent d'un ingénieur, de quelqu'un, bien sûr, peut-être qui, en tout cas, a une aptitude, et qui, au fil du temps, se rend compte que je sais fabriquer, par exemple, cette tasse-là, mais que progressivement, j'ai bien de compétences en marketing, en technologie, en information, et que souvent, je n'ai pas seul les ressources pour le faire, et donc je m'associe à quelqu'un. Et donc, je dirais, oui, l'individualisme dans le contexte africain peut impacter les aspects de l'entrepreneuriat, mais je pense que le rôle de l'écosystème est majeur, et les écosystèmes beaucoup plus matures vont bien sûr favoriser un certain, je dirais, une certaine embellie d'entrepreneuriat collectif. Vous avez le cas du Rwanda, par exemple, où au Rwanda, les étudiants qui finissent les cycles de formation professionnelle, mais lorsqu'ils finissent, on les encourage bien sûr à s'installer ensemble. Donc vous avez un atelier de couture, mais l'État vous donne des prêts collectifs qui vous permettent d'acquérir du matériel ensemble. Dans le contexte de nos pays, parfois, je dirais, même en Afrique de l'Ouest ici parfois, lorsque nos jeunes frères ou nos jeunes sœurs vont finir les formations, on voit le parent et puis il dit j'ai bien d'argent pour m'installer. Et pourtant, on oublie qu'il y a une possibilité, en tant que jeune qui vient de finir une formation professionnelle, de se mettre ensemble et bien sûr de partir vers des entreprises collectives. Donc je dirais qu'il y a un ensemble de facteurs liés à la culture, liés à la politique, liés bien sûr à l'environnement d'affaires et qui font que l'entrepreneuriat, bien sûr, individualiste l'emporte dans nos pays. Mais définitivement, nous devons travailler à encourager ce type de collaboration. Justement, vous entendre parler, il y a ce facteur vraiment culturel là que je m'attendais à voir ressortir entre ces pays anglophones et les pays francophones. L'entrepreneuriat, comment est-ce que c'est vécu? Parce qu'on sent que c'est quand même boosté au niveau anglophone. Alors, tout part d'un état d'esprit, ce qu'on appelle en anglais le mindset. C'est ce rapport à la vision, c'est ce rapport au comportement entrepreneurial, à la culture entrepreneuriale, qui fait que oui, globalement, alors pour plein de raisons, la taille des pays, le rapport à un cadre libéral par rapport à d'autres régimes économiques, une relation à la colonisation, à la post-colonisation qui est différente aussi pays par pays. Il y a beaucoup de choses qui impactent tout ça. Et puis les tailles de marché, c'est super important. Quand on est au Nigeria avec un marché de 230 millions, si on est dans la logique de l'entrepreneuriat pour réussir au Nigeria, c'est qu'on est vraiment un champion du monde. Parce que c'est un peu plus compliqué en Suisse et c'est un peu plus compliqué à Singapour. Il y a un rapport aussi au niveau de la culture business, en termes de valorisation, en termes de création de valeur. Parce qu'une entreprise sans client, c'est compliqué. Donc peut-être un peu plus pratique, peut-être un peu plus pragmatique.
On dit toujours que la créativité naît de la contrainte. Il y a des pays à forte contrainte qui ont développé un état de service, de l'intégrité par rapport à plein de choses. Je pense au Burkina et à d'autres pays qui, au départ, sont moins dotés que d'autres, mais qui ont, derrière, compensé par autre chose. Je pense que ce rapport-là aussi, en termes de vision, en termes de psychologie, collective, carte mentale, etc., c'est quelque chose qui va expliquer les choses. Maintenant, on est dans certains business, notamment digitaux, où ce rapport à la taille et ce rapport à l'ancrage géographique, on est en plein débat en ce moment sur cette fameuse taxe des 15% au niveau des GAFAM. Tout ça est lié aussi à la protection des données personnelles, à la partie où est-ce que je localise mon impôt. Ces choses-là deviennent mondiales. La ZLECAf va encore ouvrir les choses. Pour le moment, on est dans un rapport de 20% de commerce intra-africain, c'est-à-dire un pays parmi ces 54 qui va travailler avec les autres. Dans des pays ou dans des zones comme les États-Unis, l'Europe, on est plutôt entre 50 et 70%. Donc ça laisse la marge de travail. C'est une opportunité, c'est aussi une menace pour ceux qui ne sont pas prêts. On en parlera peut-être tout à l'heure en termes de compétitivité, en termes de productivité, en termes de compétition. Tout ça va se mélanger et la concurrence ne sera pas forcément uniquement qu'avec l'international. Justement, parlons de compétitivité dans cette zone de la ZLECAf. On voit un peu le potentiel anglophone, on voit un peu comment ça se passe dans le secteur Afrique de l'Ouest, Afrique francophone. Au niveau de la compétitivité, comment est-ce que vous voyez l'ouverture de ce marché? Alors, il y a 3 blocs de compétitivité, je parle sous le contrôle du DG. En général, il y a des choses très bien faites. Les derniers chiffres étaient plutôt 2014-2015 en Côte d'Ivoire avec Apexi, Banque mondiale. On mesure à peu près 12 critères dans 3 blocs de compétitivité avec le World Economic Forum. Il y a le cadre global, les infrastructures, les lois, etc. Il y a le rapport de l'entreprise dans son environnement et puis il y a le bloc innovation. Et ce bloc innovation, c'est celui qui, a priori, quand il est un peu incarné, un peu maîtrisé, permet de rattraper les 2 autres. Il y a un moment, il y a une valeur d'ajustement qui se fait. On cite toujours le même exemple, M-Pesa, avec le Kenya et avec plein de choses. Ce rapport de croissance inversée entre le Sud et le Nord, où il y a des innovations qui viennent du Sud qui désormais challenge et sont reprises au Nord, si tant est que cette division soit encore justifiée. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus qui se mettent en place. La compétitivité, elle va être nécessaire par rapport au coût du travail, donc qui a un impact sur le coût du service ou de la marchandise. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on fait de mieux qu'un Rwandais ou de mieux que quelqu'un qui est au Nigeria par rapport à la technologie qu'on maîtrise. Il y a un moment, les marchés sur la technologie, soit en B2B, soit en B2C, sont larges. Et il faut les penser par rapport à une région, au minimum, avant d'être sur un continent et au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'il faut y aller step by step. Mais cette compétitivité, elle va s'incarner, elle va se mesurer encore plus, de façon plus forte par rapport à ce qui va se passer bientôt. Aller step by step, et on voit des initiatives au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME. Déjà, vous initiez des clusters au niveau digital, tout ça pour permettre à vos entrepreneurs ou à ces entreprises-là d'être performantes demain sur le marché de la concurrence. C'est quoi exactement ces clusters TIC? Ok, merci bien. Les clusters TIC, c'est des instruments qui peuvent stimuler la compétitivité du secteur privé. Parce qu'en général, on va citer les pays développés, les PME sont performantes en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays, mais elles ne sont pas performantes par hasard. Elles sont performantes parce que dans l'écosystème où ces PME évoluent, il y a une série d'actions qui sont mises en œuvre. Et les clusters sont des instruments de collaboration entre des acteurs d'un milieu qui peuvent être dans une filière industrielle, par exemple, qui se mettent ensemble, des centres de formation, des centres de financement, des centres de recherche, qui se mettent ensemble et qui se posent la question, mais comment est-ce que nous pouvons, dans un processus de collaboration ou de maillage ou de réseau d'entreprises, renforcer notre compétitivité. Et c'est là, bien sûr, qu'on retrouve, et dans ces conditions, on va retrouver autour d'une même table des entreprises concurrentes qui vont se mettre ensemble, qui vont créer de la valeur, qui vont faire de l'innovation ouverte, pour seul objectif, bien sûr, de pouvoir chacun s'enrichir de son côté. Et donc, le débat qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, l'agence Côte d'Ivoire PME fait la promotion avec l'appui de la coopération allemande d'un cluster TIC. Le TIC est un secteur essentiel de notre économie. Si la Côte d'Ivoire, bien sûr, va atteindre son objectif, il va falloir utiliser le TIC comme un élément essentiel de stimulation de notre économie. Donc aujourd'hui, le débat que nous avons, c'est comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes capables de favoriser plus de collaboration entre des centres de recherche, entre des multinationales, entre des startups, pour qu'ensemble, au-delà du rôle de chacun, qu'on puisse se mettre ensemble et offrir un plateau de services, une offre de services. À travers le monde, que ce soit bien sûr en Europe du Nord,
je veux dire en Amérique, dans différents contextes, ces instruments-là ont permis, sur des territoires bien précis, à des entreprises de pouvoir, je veux dire, avoir des secteurs compétitifs. Donc, parfois, on vous parlera de la Silicon Valley, qui est un cas de Russie. Vous avez en Israël, il y a des cas en Italie, en Allemagne, tout cela. Et donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans ce processus-là, qui est d'accompagner la mise en place d'un cluster TIC, au sein duquel différents acteurs vont pouvoir avoir un plan d'action, vont pouvoir avoir une certaine organisation et pouvoir contribuer, je veux dire, à créer de la richesse. Et parlant financement, le nerf de la guerre, comme on le dit, est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour soutenir ces PME justement dans ce cadre de compétitivité ici en Côte d'Ivoire? Bon, je dirais que le financement, c'est le nerf de la guerre, c'est la question qui nous revient toujours. Mais nous pensons qu'en amont du financement, il y a la question de la structuration des entreprises. Dans le cadre de la crise de la Covid, l'État ivoirien, par exemple, a mis des fonds en place, 150 milliards de francs CFA, envie de stimuler, en tout cas envie de soutenir les entreprises dans le contexte de la crise. On s'est rendu compte que malgré que l'argent était disponible, beaucoup d'entreprises ont rencontré des difficultés à pouvoir fournir les documents requis pour pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Et donc je pense que c'est le même défi que les banques privées aussi rencontrent. Et cela n'empêche pas que nous devons travailler à aider les entreprises à pouvoir produire de l'information financière et comptable qui soit fiable, à pouvoir mettre en place des pratiques de gestion que nous appelons de classe internationale. Parce que comme on le dit, vous êtes une entreprise basée en Afrique ou basée en Côte d'Ivoire, votre compétiteur est au niveau global. Donc si vous voulez pouvoir compétir en termes de rapport qualité-prix, avoir des produits et des services qui soient compétitifs, il vous faut produire dans les mêmes conditions plus ou moins et comprendre comment ces entreprises à l'extérieur sont capables de créer de la richesse. Et donc en Côte d'Ivoire, bien sûr, la question du financement existe, mais avant la question du financement, la question de l'accompagnement conseil. Et au niveau de la question du financement, l'État ivoirien a mis en place des dispositions. Je vous ai parlé des fonds Covid tantôt. Vous avez un fonds de garantie qui est actif depuis plus de 6 mois, qui a pour objectif aussi de faire face au défi éternel des entreprises qui est de fournir une garantie. Donc désormais, grâce à ce fonds de garantie, des entreprises ivoiriennes sont capables, lorsqu'elles remplissent un certain nombre de critères, de pouvoir avoir le soutien de l'État ivoirien au-delà du fonds de garantie. L'État aussi actuellement planifie la mise en place d'un fonds d'innovation. On a parlé tantôt avec Franck de la question de l'innovation dans le cadre de la compétitivité. Mais pour le faire, il faut soutenir l'émergence des projets d'innovation. Et donc l'État ivoirien envisage de mettre à très court terme un fonds d'appui à l'innovation en vue de soutenir l'écosystème. Donc je dirais qu'en Côte d'Ivoire, au travers de cette politique nationale des PME, il y a une série d'acteurs, je dirais, de building blocks qui sont en train de se mettre en place. Et bien sûr, vous avez une agence qu'on appelle l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est l'agence d'exécution. Vous avez un ministère des PME qui gère les stratégies, une agence qui gère les aspects opérationnels, les aspects d'accompagnement technique et financier. Mais à côté aussi, vous avez des fonds qui sont en train d'être mis en place. Donc je dirais que l'État ivoirien a pris les dispositions et qu'en Côte d'Ivoire, les PME sont sur la bonne trajectoire actuellement. Les PME sont sur la bonne trajectoire, mais il y a un facteur qui me revient pendant que vous étiez en train de parler. On voit un peu dans les statistiques que les entreprises qui naissent généralement après 3 ans, 5 ans, il y en a un grand nombre qui disparaissent, comme on le dit. Alors, c'est quoi exactement le vrai facteur? Les entrepreneurs ne sont pas véritablement préparés au secteur du marché. Est-ce que ce sont les hommes eux-mêmes qui font défaut? En général, c'est une conséquence. Agence PME a publié, je crois, hier matin, un chiffre sur les startups. Au niveau mondial, c'est à peu près les mêmes chiffres, hein, c'est 56%. Après, il y a start-up et start-up, hein, on pourra regarder sur la dichotomie. Ici, c'est la conséquence soit d'une absence d'études de marché, soit de problèmes de gestion de trésorerie. Parce que c'est que la conséquence, quand on collapse, c'est qu'on arrête, c'est qu'à un moment, vos charges sont supérieurs à vos revenus et que votre besoin de fonds de roulement s'inverse, que les fonds propres ont été burnés, ont été consommés, et qu'il n'y a plus de garantie ou de réserve possible et qu'il vaut mieux arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Parce qu'un vrai entrepreneur va tirer les leçons de cet échec-là. On appelle ça le diplôme de l'échec parce que c'est une expérience, c'est quelque chose de constructif qui n'a pas de valeur autre que ce qu'on apprend à l'école. Ça, c'est la vraie vie. C'est se confronter soi-même à son propre échec. C'est se confronter soi-même avec son équipe, avec ses clients. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour refaire une deuxième version qui sera plus prête? On n'y arrive jamais du premier coup. On n'y arrive jamais seul. La partie financement, elle vient aussi de l'étape où on est, comme le disait le directeur général. On ne va pas chercher de l'argent quand on est en création d'entreprise à la banque. C'est assez rare. Ou alors on est de la filiale d'un grand groupe et puis il y a déjà une antériorité, etc. etc. Une banque, il faut bien comprendre les choses, elle n'est pas là uniquement pour dire non à tout.
Alors après, il y a des banques qui ont plus la culture de l'entreprise, et il y en a d'autres qui sont plus dans des relations avec du service, de l'habitat ou des affaires de café cacao. Bon, parce que le contexte est comme ça, qu'il y a des récurrences, etc. Une banque, elle a besoin de récurrence, elle a besoin de collatéral ou de garantie. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un revenu régulier, elle va se baquer sur quoi? Elle va se poser sur quoi? La première tranche de financement, elle n'est pas à la banque. Elle est dans ce qu'on appelle le love money, la famille, le grand-oncle, etc., etc. La deuxième, quand on a créé les premières valeurs, quand on a fait du premier chiffre d'affaires, là, on va voir une banque, au moins pour 2-3 outils, un petit découvert, des choses comme ça. Mais il faut que le capital suive. Et c'est pour ça qu'après, quand on a vraiment franchi ces étapes-là, cette vallée de la mort qu'on utilise comme vocable en start-up, c'est 3 ans à 5 ans. C'est seulement après 3 ans ou 5 ans qu'on va voir des VC, des capitaux risqueurs, pour mettre de la dette ou de l'equity, du capital. Mais avant, là, il faut résister. Et il faut résister par une seule chose, c'est ce qu'on dit toujours, tous les jours, on le martèle. Tout ça n'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur. Si tu n'as pas un modèle économique avec une valeur utile, qu'on peut répéter, qu'on peut financer, le financement est un moyen, ce n'est pas la finalité. Le moyen d'accélérer quelque chose. J'ai plus de technologie, j'ai plus de financement, je vais plus vite. Mais si mon modèle économique marche sans financement, je vais prendre plus de temps, mais il marche tout seul. C'est pour ça, encore une fois, qu'il y a l'aspect qui est essentiel, c'est la valeur et le business développement. Le rapport entre l'offre et le marché. Justement, il nous reste très peu de temps pour conclure cette émission. En quelques mots, si vous deviez dire qu'est-ce qu'il faut pour que vraiment les PME africaines soient compétitives sur le marché de demain, quelles seraient vos solutions, vos propositions de solutions? C'est une importante question. Je dirais que les solutions seraient de préparer nos PME. Je dis, basé sur l'expérience des pays de l'OCDE, dans tous ces pays, l'État est beaucoup présent. Donc pour moi, il n'y a pas de secteur privé fort sans la main lourde de l'État. Et c'est pour ça que je pense que l'État doit pouvoir mettre en place un certain nombre d'instruments de politique, de soutien, notamment des fonds dédiés à l'accompagnement conseil. Parce qu'en Afrique, le débat est beaucoup biaisé. En général, on se focalise beaucoup sur la question du financement des PME. Et même les PME, lorsqu'on leur demande quel est votre premier besoin, ils avancent la question de financement. Mais ce que l'expérience nous démontre et ce qui se passe dans les pays développés, c'est que l'État met en place un certain nombre de services, un panel de services qui permettent aux entreprises de pouvoir avoir accès à un accompagnement de qualité. Et donc, lorsque vous êtes mieux structuré, lorsque vous avez un modèle d'affaires qui fonctionne, lorsque vous avez des plans stratégiques, que vous avez défini votre parcours stratégique, alors les ressources financières viennent vous permettre de mettre en œuvre un certain nombre de plans d'action. Donc, pour moi, il est important que dans les politiques publiques de nos entreprises, que l'État puisse basculer de son rôle d'attentiste à un rôle beaucoup plus activiste. Et lorsque vous regardez en Afrique, les économies qui avancent le plus aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un certain basculement. On parle aujourd'hui de l'État activiste, de l'État qui n'est pas juste en rôle de spectateur, mais de l'État qui crée les conditions, bien sûr, du marché, mais de l'État qui force pour que les PME puissent être présentes. Donc, je dirais que le message clé, c'est que nous souhaitons davantage d'État dans le soutien aux entreprises. Ce n'est pas contraire au rôle de l'État, parce que c'est ce qui se passe dans les pays développés. Et il est essentiel que dans nos pays africains, l'État définisse ce secteur privé d'abord comme une nécessité, comme un acteur clé, mais qu'au-delà, bien sûr, de cette déclaration, l'État mette les ressources qu'il faut, l'État puisse accompagner. Et bien sûr, nous sommes sur cette voie-là en Côte d'Ivoire. Donc, je dirais qu'il est important vraiment que nous réfléchissions à renforcer l'accompagnement des entreprises. Renforcer l'accompagnement des entreprises. Si vous aviez un dernier mot. C'est ça. Il y a un indice de confiance qui est sorti en début d'année, fait par une marque de carte bleue. Et qui parlait de 87% de confiance des PME, parce que ces PME, et ce sera mon message, c'est vraiment les héros du quotidien. Elles sont là, elles représentent plus que tout le monde, mais c'est elles aussi qui héritent des risques, de la fragilité, etc., etc. Elles demandent simplement de l'accès à du marché, donc du business, de l'accès aussi au partenariat public, parce que la deuxième chose aussi, c'est que l'État est un partenaire. Ce n'est pas simplement celui qui représente l'administration, celui qui fait les lois et qui représente l'impôt. L'État, c'est un partenaire. Et l'État est condamné, pour créer de l'emploi et créer de la valeur, à s'associer à ce secteur privé, notamment à les petites entreprises, ne plus mettre que l'accent sur les grandes entreprises. Elles ont déjà beaucoup de choses pour elles. Il faut s'intéresser à ce qui fait la croissance, parce que s'il y a un décrochage en dessous, ces grandes entreprises n'auront plus de sous-traitants, etc., etc. Et puis un dernier message pour les PME, allez-y, osez. Même si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. Donc allez-y, libérez vos peurs et faites du business et faites de l'action sociale quand vous choisissez ce modèle-là.
Faites du business. Alors, avec l'ouverture de tous ces marchés sur le continent africain, la compétitivité de nos entreprises devient une nécessité pour nos États, mais aussi pour nos partenaires privés. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlons de la promotion de la compétitivité des petites et moyennes entreprises en Afrique. Et nous étions avec M. Franck Berthaud, éditorialiste au magazine Entrepreneur in Africa, et avec M. Bamba Salimou, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. Messieurs, merci pour vos contributions. C'est ici que cette émission prend fin. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.media1tv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.